bonjour à toutes et tous. La métropole de Lyon, c'est 1,4 million de mangeurs. Déjà, ça pose un peu le débat. C'est 1,4 million de mangeurs qui n'ont pas tous un accès facile à une alimentation saine. Et c'est 1,4 million bouches à nourrir, et donc autant de débouchés possibles pour les agriculteurs qui entourent le territoire. Et donc, c'est important de poser ça aussi, le système alimentaire, quoi. Qu'est-ce qu'on entend derrière l'alimentation? Et c'est à la fois les mangeurs, mais aussi les producteurs. Et je vous rappelle on a une crise agricole qui se fait ressentir maintenant depuis 2 ans, mais qui date d'il y a quelques décennies maintenant en termes de modèle, qui est en pleine crise. Et peut-être là, on a une solution en repensant politiquement l'enjeu alimentaire. Peut-être avant de commencer, mais je ne sais pas si vous aviez prévu de les donner, ces chiffres du rapport que vous avez élaboré sur les coûts, en tout cas l'injuste prix de notre alimentation, qui est un rapport qui est accessible en ligne gratuitement. Donc n'hésitez pas aussi à aller le chercher, le prix injuste de notre alimentation, parce que je trouve que c'est un des premiers rapports qui arrive à tangibiliser, c'est-à-dire à montrer combien ça nous coûte, notre société, là, pour notre société. Et qui est donc disponible sur la même page de notre table ronde. Donc vous pouvez tout simplement cliquer sur les liens, télécharger le rapport. Exactement, et je suppose que vous en parlerez encore plus en détail, mais juste pour vous donner quelques chiffres un peu importants. En gros, aujourd'hui, ce rapport, il a mis en évidence les coûts, la dépense publique, qui est aujourd'hui engagée pour compenser les effets négatifs de notre système alimentaire, de la production jusqu'à la distribution et à la consommation. Et ces coûts, je les donne des grands chiffres que vous pourrez vous rappeler, même si ce n'est pas les chiffres exacts du rapport, mais au moins vous garderez les chiffres ronds. On arrive à peu près à 20 milliards d'euros de coûts dépensés pour compenser pour les effets à la fois sur l'environnement et sur la santé des individus. Et le poste le plus important, c'est le poste santé des individus, et on dépense annuellement 12,5 milliards d'euros pour pouvoir compenser les effets de notre alimentation qui sont liés aux maladies qui ont été évoquées par monsieur et qui sont de plus en plus fortes parce que l'agro-industrie nous donne à manger des choses qui ne sont aujourd'hui pas saines pour notre santé, en particulier les aliments ultra transformés. Et puis le reste, entre les 12,5 et les 19 milliards d'euros de dépenses publiques, c'est le coût aujourd'hui pour compenser les effets sur notre environnement. Et là, on revient sur l'usage des pesticides en particulier et l'impact qu'on peut avoir sur les sols, qu'on peut avoir sur l'eau potable qu'on a aujourd'hui au robinet, etc. Et donc, c'est important de prendre en compte ces 20 milliards d'euros. Mais moi, j'aime bien aussi prendre un autre chiffre du rapport qui est le montant global de dépenses publiques qui est investi aujourd'hui dans ce modèle hyper vicieux, en fait, puisqu'il génère quasi 20 milliards d'euros. On continue à mettre plus de 50 milliards d'euros pour maintenir ce système alimentaire défaillant, nuisible pour la santé des individus et nuisible pour l'environnement. Donc vous avez au total à peu près entre 65 et 70 milliards d'euros qui annuellement sont comme des canards sans tête, c'est-à-dire on continue à alimenter un système qui est très négatif et très néfaste. 70 milliards, c'est pas rien. Je suppose que vous écoutez comme moi les débats actuellement à l'Assemblée nationale. On cherche des économies massives pour avoir un budget équilibré. Quand on sait qu'on est en train de dépenser autant d'argent pour maintenir un système défaillant, il y a peut-être une question à se poser sur cet enjeu du système alimentaire et de la production agricole aujourd'hui. Qu'est-ce que peut faire une métropole de Lyon, à part vous communiquer ces chiffres aujourd'hui? C'est qu'on est capable de mettre en place des politiques aujourd'hui qui peuvent être différentes de celles qui sont aujourd'hui mises en place par l'Union européenne ou par l'État français ou par les régions localement. Et donc, c'est ce qu'on essaye de faire, nous, depuis 2020, c'est d'arriver à amener vers d'autres politiques publiques en termes de soutien à un modèle agricole plus vertueux, en termes d'impact sur l'environnement. Et puis, on a aussi d'autres leviers. Par exemple, je vois certains jeunes ici dans cette salle. Vous avez été collégiens avant, vous êtes peut-être même encore collégiens pour certaines ou certains d'entre vous. La métropole de Lyon, elle gère à peu près 25 000 assiettes à produire tous les jours dans les collèges de la métropole. C'est une responsabilité aussi en tant que politique de porter de la bonne nourriture aux enfants qu'on nourrit. Ce n'est pas obligatoire d'avoir un service de cantine aujourd'hui, c'est un service qui est volontairement amené par la collectivité. C'est d'amener de la nourriture qui soit saine pour les enfants, en particulier limiter l'ultra-transformé, en particulier les additifs, mais aussi amener de la production locale, c'est-à-dire des produits qui viennent de nos agriculteurs locaux qui nous entourent et qui nous permettent d'avancer sur ces sujets.
Aujourd'hui, la métropole de Lyon, on était en 2021 par exemple sur le bio, on était à peine à 7% de bio dans les assiettes des cantines. Je vous rappelle que la loi demande 20% minimum dans les assiettes de nos cantines. Aujourd'hui, on a plus de 50% en moyenne dans les cantines, voire à 100% dans les derniers collèges qui sont sortis de terre pendant ce mandat. Donc on crante aussi sur cet aspect d'agriculture biologique et on essaye aussi de cranter dans nos approvisionnements, c'est-à-dire notre achat, le localiser plutôt aux alentours de la métropole. Et ça, c'est un autre sujet de débat et de plaidoyer au niveau européen cette fois-ci. C'est qu'aujourd'hui, la libre concurrence imposée par l'Union européenne nous empêche, dans nos marchés publics, de flécher nos achats vers nos producteurs locaux. C'est-à-dire que même si on a la volonté politique de le faire, on est dans l'illégalité si on mentionne dans nos marchés publics le fait de vouloir acheter nos produits dans un rayon de 25, 50, 100 km. Donc on a un plaidoyer au niveau européen, entre beaucoup de collectivités françaises, pour libérer une partie de notre commande publique, c'est-à-dire permettre au moins 50% de nos achats de pouvoir les flécher en local, et donc d'être pertinent ou cohérent par rapport à toute la démarche qu'on mène par ailleurs de soutien à l'agriculture biologique sur le territoire. C'est-à-dire qu'on donne aujourd'hui beaucoup de subventions à nos agriculteurs sur le territoire métropolitain. On a multiplié par 4 notre budget d'aide à l'investissement pour les agriculteurs métropolitains sur ce mandat. C'est plus de 200 projets qui ont été accompagnés dans le mandat, qui permettent à la fois d'améliorer, de permettre la conversion en agriculture biologique, mais aussi de développer des projets qui permettent d'avoir des revenus dignes pour les agriculteurs. Et une grande partie de la solution, c'est de relocaliser une partie de notre agriculture, c'est-à-dire que de faire que les produits qui soient produits sur le territoire arrivent dans l'estomac des habitants de ce territoire. À votre avis, combien de pourcentage de produits vous ingérez au quotidien proviennent, je ne parle pas de métropole, mais d'un périmètre de 50 km autour de la place Bellecour? À votre avis, un chiffre, le pourcentage que vous ingérez d'aliments qui proviennent de votre territoire? Combien vous avez dit? Bon, bravo, il est très fort. 20 sur 20. C'est un peu même moins de 5%, on est à 4,6% sur la métropole de Lyon. Donc 95% de ce que vous ingérez au quotidien ne provient pas du tout de votre bassin de consommation, de votre bassin de production. Donc on a vraiment un fossé entre les mangeurs et les producteurs aujourd'hui, qui est non seulement pas très logique en termes de transition écologique, autant consommer ce qu'il y a à proximité, éviter les transports, éviter des transformations à l'autre bout du monde ou à l'autre bout de l'Europe ou même à l'autre bout de la France. Et puis il y a une notion aussi de sens, c'est-à-dire qu'on a un métier qui est en perte de sens au niveau agricole. Je peux vous dire que quand on remet des produits de certains agriculteurs dans les cantines des collèges, ça change complètement la donne pour l'agriculteur qui produit au quotidien et qui met beaucoup d'énergie et beaucoup de passion dans son métier, de savoir qu'ils sont consommés par des gens qu'il peut rencontrer en allant dans les cantines de nos collèges, quoi. 95% de ce qui est consommé par les personnes aujourd'hui ne proviennent pas du bassin. Et ce qui est assez étrange, c'est pas le chassé-croisé du mois d'août qu'on peut connaître à Fourvière, c'est le chassé-croisé des produits. C'est 95% de ce qui est produit sur ce territoire part ailleurs et souvent à l'exportation et va nourrir d'autres bassins de consommation très éloignés. Donc j'interroge moi souvent le terme de souveraineté alimentaire. Qu'est-ce qu'on entend par souveraineté alimentaire? Est-ce que c'est le fait de pouvoir nourrir les habitants ou le fait de pouvoir exporter et d'avoir la capacité d'être concurrentiel sur un marché international? Aujourd'hui, j'ai envie de dire, ce marché international, il est plus néfaste pour les agriculteurs qu'il n'est positif pour ces agriculteurs. Ça, c'est pour la partie production, et puis on pourra, si vous avez des questions sur le sujet, on pourra détailler. Maintenant, je voudrais revenir sur l'accessibilité alimentaire. C'est très bien d'avoir, nous, on n'a pas cessé d'installer des agriculteurs bio dans ce mandat, on n'a pas cessé d'augmenter la surface agricole utilisée en bio dans ce mandat, on n'a pas cessé d'augmenter nos achats en bio, malgré la crise du bio, vous en avez tous entendu parler. N'empêche qu'aujourd'hui, qui a accès à ces produits de qualité? Pas forcément ceux qui sont les premiers concernés par les maladies qui ont été évoquées. Et on voit aujourd'hui qu'on a un double effet qui se coule ou un mauvais double effet qui se coule. Pour les plus anciens, ils me comprendront sur le qui se coule. Je ne suis pas sûr que les plus jeunes connaissent. Désolé. Ouais, je vois très bien la salle en plus est complètement... en grosso modo, c'est que vous avez et je ne sais plus ce que je voulais vous dire du coup. Vous avez un effet sur l'accessibilité, c'est que les plus vulnérables sont concernés par les maladies en question. Et non, j'ai définitivement perdu ce que je voulais vous dire. C'est pas grave. La stat qu'on a trouvée en 2020 sur la métropole de Lyon,
c'est qu'on avait à peu près, on a interrogé des gens, des habitants, 30% d'entre eux déclaraient ne pas se nourrir correctement. Donc correctement, ça veut dire pas forcément assez de produits frais, assez de produits sains, moins de transformés, etc., liés à leur habitude alimentaire, voilà. Et la deuxième stat qui était très très importante pour nous et très choquante, c'est que 15% déclaraient, eux, ne pas se nourrir à leur faim sur la métropole de Lyon. Donc c'est aussi un autre critère important. Et pour revenir à l'effet difficile, c'est non seulement les plus vulnérables sont concernés par ces maladies, mais en plus, on se retrouve à avoir les gens, ces personnes en vulnérabilité habitent dans des endroits moi j'ai appelé des déserts alimentaires, c'est-à-dire des endroits où il n'y a même pas l'offre disponible pour pouvoir manger plus sainement. Il n'y a même pas une question de moyens, c'est que l'offre n'existe pas. Et donc on a été dans une expérimentation sur ce mandat de prendre le 8e arrondissement de Lyon, qui est un des arrondissements en plus grande populaire, voilà, exactement, de la métropole, et de voir un petit peu quel est l'environnement d'achat de ses habitants. Et donc on s'est rendu compte que là, on était vraiment dans des déserts alimentaires, à part des grandes distributions qui mettent de l'ultra transformé, il n'y avait pas grand-chose. Et donc pendant toute la partie du mandat, on a redensifié cet arrondissement en proposition, donc en réinstallant un maraîcher urbain, par exemple, en réinstallant des producteurs sur les marchés, en installant des épiceries sociales et solidaires, en installant une maison solidaire de l'alimentation, en développant des groupements d'achat en vrac. Tout ça n'existait pas dans ce quartier jusqu'à présent. Une fois qu'on a eu ça, qu'on a mis ça en place, est arrivé le problème d'accessibilité financière. C'est-à-dire que même en ayant l'offre, il y a quand même des personnes aujourd'hui qui n'ont pas accès à ce type d'offre et qui ne peuvent pas franchir la porte d'une Biocoop ou franchir la porte ou aller acheter sur le marché au maraîcher bio. Et donc, on s'est lancé dans une expérimentation depuis maintenant un peu plus d'1 an. On va fêter la première année effective le 15 novembre prochain d'une expérimentation de sécurité sociale de l'alimentation. Et je pense que mon voisin en parlera beaucoup plus. L'idée derrière, c'est de se dire comment on peut, dans ce pays, donner les moyens aux gens de se nourrir correctement. Et de prendre le principe que nos aînés ont construit à post-45, de dire chacun a le droit à la santé, à se guérir, à avoir accès à des soins et à des médicaments. Avant de se soigner, peut-être que le premier médicament qu'on ingère au quotidien, c'est justement nos aliments. Et vous avez vu les impacts que ça peut avoir en termes de santé. Je veux dire, il faudrait qu'on ait un système de solidarité au niveau national qui permette à chacun de pouvoir accéder à ces produits sains, à ces produits frais dans leur quotidien. Et donc cette expérimentation, elle a commencé avec une trentaine de familles qui ont décidé de s'impliquer dans la construction de cette caisse solidaire de l'alimentation, au même titre que nos anciens ont fait des caisses solidaires de santé en post-45. Et aujourd'hui, sont à peu près 130 familles à bénéficier de ce système avec un impact fort de la collectivité, puisque c'est la métropole de Lyon et l'État qui ont décidé de mettre de l'argent dans cette expérimentation et qui, chaque mois, ils ont 150 € par mois et par personne pour pouvoir aller dans les commerces qui ont été construits pendant les 4 dernières années sur le secteur. L'enjeu, c'est de prouver à travers cette expérimentation qu'il y a des impacts positifs à la fois en termes de santé, ça on le verra dans la durée, mais aussi en termes de démocratie, comment on se réapproprie finalement politiquement avec un grand P noble et légitime la notion d'alimentation et comment en tant que citoyen on décide de manger différemment quand on en a les moyens. Et donc là l'idée c'est que grâce à ça par exemple, c'est de leur permettre d'accéder à des produits qu'ils ont choisis, etc. Et donc derrière, il y a le plaidoyer national qui est de dire il faut aujourd'hui recréer un nouveau pilier de la sécurité sociale. Alors, ce n'est pas du tout dans l'air du temps aujourd'hui au regard des débats que vous pouvez entendre, mais j'ai envie de dire, à un moment donné, quand nos anciens ils ont mis en place la sécurité sociale de la santé, je peux vous dire que le pays était dans un état beaucoup plus compliqué que celui qu'on vit aujourd'hui, et pourtant ils l'ont fait. Et j'ai envie de dire, réinchantons aussi des politiques publiques, des nouveaux droits sociaux dans ce pays et faisons démocratie à travers l'assiette en particulier. Et on se rend compte qu'à l'échelle locale, ça marche. En fait, ces personnes qui sont impliquées dans le dispositif d'expérimentation, non seulement aujourd'hui, ce sont des consommateurs avertis de tout le système alimentaire et ils font leur choix en conscience et ils vont plutôt vers ces produits qui sont sains pour la santé et pour l'environnement.
Mais en plus, on se rend compte que ça a développé un pouvoir d'agir dans le quartier. C'est-à-dire que ces personnes qui étaient parfois isolées, parfois stigmatisées, reviennent dans le jeu démocratique et reviennent dans le jeu de la solidarité locale. Et moi je dis souvent qu'on est en train de créer, au-delà de la caisse solidaire d'alimentation, on crée aussi des îlots de démocratie, des îlots de résistance par rapport à d'autres enjeux aujourd'hui que vous pouvez voir advenir dans d'autres pays, et j'espère pas, mais en tout cas qui semble arriver probablement en France prochainement, quoi. Donc on a aussi un enjeu démocratique, et ce qui est étrange, enfin ce qui est génial, je trouve, c'est la gastronomie française, elle est classée au patrimoine de l'UNESCO, vous le savez, quoi. Elle est classée pas parce que c'est pas ce qu'il y a dans l'assiette, c'est surtout ce qui met autour de l'assiette. Et c'est le fait de s'asseoir, de partager un moment, d'avoir ces échanges avec sa communauté, sa famille, qui est important dans la notion du patrimoine universel de la gastronomie française. Et donc on y revient. Et donc moi je pense que c'est une bonne réponse à la publicité. Aujourd'hui, on a du mal à se battre contre la publicité. Autre chiffre du rapport, 5,5 milliards d'euros dépensés par l'industrie agroalimentaire pour nous vendre leurs produits trop sucrés, trop gras, trop transformés. C'est énorme. Comment voulez-vous qu'une collectivité puisse lutter contre ça? Elle ne lutte pas. Elle peut empêcher la publicité dans la rue. Hein, c'est ce qu'on a fait. Je ne sais pas si vous avez vu, il n'y a quasiment plus de publicité aujourd'hui sur la place publique. Bon, une autre façon de le faire, c'est de conscientiser et d'encapaciter, je ne sais pas si on peut dire ça, les citoyens pour qu'ils en viennent à. Je sais que je vois depuis tout à l'heure. C'est mon rôle. Moi, je ne respecte pas du tout le temps, par contre. On voit bien. Ça y est, j'ai fini. Alors, merci beaucoup. Alors, quand vous voyez, le débat évolue du constat vers la question du financement, et du bouclage économique. Et on va poursuivre avec Maëlys tout de suite. Mais avant de donner la parole, Maëlys, quand même, à votre échelle, parce que si vous pouvez expliciter juste, mais rapidement, parce que le bouclage économique, il est pas forcément à l'échelle de la collectivité. Pour vous, par exemple, l'accessibilité, le choix du bio, c'est un surcoût. Est-ce que politiquement, c'est possible de porter ces arbitrages, parce que c'est des arbitrages budgétaires? Comment vous voyez ce débat politique? Mais en fait, c'est une volonté politique. En fait, c'est le fait d'assumer un surcoût lié à l'alimentation. Quand on décide de passer de 7 à 50 et demain à 100% en agriculture biologique, c'est un surcoût. Mais c'est un choix. La politique, c'est ça, c'est faire des choix. Et ils sont conscientisés parce qu'on sait que derrière ces choix, ils ont des impacts positifs en quelque sorte, ou des externalités négatives qui sont évitées. Donc ça, c'est juste des arbitrages, en fait. D'accord. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Voilà, contrairement à ce qu'on nous dit, c'est possible. Et